Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Dis-moi, quelle voiture tu conduis et je te dirai où tu habites. François Roudier nous raconte comment, selon le pays où l'on vit, la voiture est le reflet de notre culture. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Vous conduisez quelle voiture ? Mais selon l'endroit du monde où vous vous posez cette question, les réponses vont vous stupéfier. Une petite boîte à chaussures au Japon, un pick-up géant au Texas, un véhicule électrique ultra connecté à Shanghai. La voiture est peut-être l'objet qui révèle le mieux les cultures du monde. François Roudier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'OICA, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, qui représente 35 associations dans le monde entier. Est-ce que quand vous réunissez vos 35 membres autour d'une table, vous avez parfois l'impression qu'ils ne parlent pas du même objet ? Quelquefois, oui. Même si il faut savoir que derrière ces associations, on a tous les constructeurs mondiaux. Donc, les Toyota, les Stellantis, les GM, les Ford, les Geely, les Chery, tout ça, finalement, sont capables de donner aux consommateurs le véhicule qu'ils veulent conduire. Alors, est-ce qu'un Américain et un Japonais qui parlent de voiture, c'est vraiment deux mondes différents ? C'est souvent deux mondes différents. Alors attention, les Japonais sont très très puissants aux États-Unis et ils font des voitures à l'américaine aux États-Unis. Et puis chez eux, effectivement, il y a les kei-cars, les petites voitures qui sont capables de passer dans les petites rues japonaises. Ça, c'est absolument invendable aux États-Unis. On peut avoir un peu une notion de ces fameux kei-cars. Ça fait quoi, moins de 3,40 m ? Oui, c'est ça, dirais-je. Vous pensez à une 4L ancien modèle et vous avez à peu près ce à quoi ressemble un kei-car. On aimait bien nous nos 4L. C'était pas si petit que ça. On est quoi sur limité à 660 cm3 de cylindrée ? Tout à fait. Il faut voir qu'au départ, c'était des petits utilitaires capables d'apporter du riz ou quelques champignons à quelques boutiques. Donc, il fallait que ça passe dans des petites rues. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs de la culture japonaise ? La culture japonaise, elle pense d'abord au Japon, ce qu'il faut comprendre. Et si les voitures japonaises ont eu ce succès-là à partir des années 73-74 dans le monde entier, c'est parce que on aimait le conducteur. Donc il y avait toute la technique, des vitres qui étaient faciles à ouvrir parce qu'elles étaient électriques, une ambiance de confort à l'intérieur. Donc ça, c'était typiquement japonais. Et alors en face, on a les Américains. Alors là, oui, vous arrivez sur des niveaux de véhicules comme des Chevrolet Avalanche ou des Ram ou des Ford 350 pick-up ou moi-même qui fait 1m85, des fois, il y a à peine mon nez qui passe au-dessus du capot, devant, tellement c'est gros. Comment on explique ce fossé culturel ? Alors, aux États-Unis, on a d'abord toujours eu des grosses voitures. Et puis, à la crise de 73, sont arrivés les Japonais. On a eu des plus petites voitures, mais c'est resté dans les villes. La notion du pick-up, qui s'appelle là-bas plutôt truck, light truck, c'est parce que, en fait, vous avez une population en dehors des villes qui vit dans une très grande immensité. Alors, si vous êtes dans l'Oklahoma, vous allez aller voir vos champs. Vos champs, ça peut être 2000 hectares. Ils vous font quelque chose de puissant. J'ai retrouvé un chiffre. Outre-Atlantique, les ventes de ce qu'on appelle les camions légers, les SUV, les 4x4, les vannes, les camionnettes atteignent 80% des ventes totales de véhicules neufs. On va passer aussi à la grande surprise de la décennie, la Chine. Elle était cliente, elle est devenue premier producteur et le premier marché mondial. Et c'est pour eux d'ailleurs une façon très particulière de consommer l'automobile. Ah oui, l'arrivée de la Chine, c'est une révolution. Comme il y a eu la révolution des voitures allemandes, des voitures japonaises, des voitures américaines post-1945. Là, on est vraiment entré dans une ère chinoise. Leur façon de voir le véhicule n'est pas si révolutionnaire que ça parce qu'il correspond à ce qui s'est passé ailleurs, chez nous en particulier. Actuellement, vous avez un désintérêt des marques allemandes par les Chinois parce que les consommateurs chinois considèrent que le premium, il est chinois. Voilà, il est national, comme nous, on préférait la 504 à une voiture allemande parce qu'on n'allait pas rouler allemand. Expliquez-moi comment fonctionne le chinois avec la voiture. Alors d'abord, le consommateur chinois, il a peu de choses à voir avec le consommateur français ou européen. Il a autour de 35 ans. Chez nous, c'est minimum 55 ans. Pour la première voiture neuve. Pour la première voiture neuve. D'abord, ses parents n'ont pas forcément le permis, donc il prend plutôt une voiture grosse parce qu'il a besoin d'emmener la famille derrière. Ça veut dire que le jeune de 30 ans, ses parents qui ont 55, 60, eux n'ont pas le permis. Exactement, c'est très rare. En majorité. C'est très très rare que les anciens aient le permis. Et, les anciens, s'il vous plaît. Alors, on a maintenant une classe moyenne chinoise qui s'exprime à travers sa consommation et sa consommation de véhicules, elle se fait comme des gens de 35 ans. C'est-à-dire que pour eux, avoir un karaoké dans la voiture, c'est beaucoup plus important que d'avoir un siège massant. C'est pas du tout la même façon de la consommer que nous.
C'est pas la même façon de la européen. consommer. D'ailleurs, on le voit, les couleurs à l'intérieur sont différentes. C'est pour ça qu'on a une orgie d'écrans de tous les côtés, un peu trop même. Est-ce qu'on peut dire que la Chine a gagné la bataille de l'imaginaire de la voiture du futur ? Alors ça, on ne le sait pas. Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent parce que ça change. Il faut voir comment va évoluer le monde. C'est sûr que les Chinois, en technologie, ont pris une avance considérable. Alors sur tout ce qui est batterie, oui, ils ont entre 10 à 15 ans d'avance, à la fois dans la batterie elle-même et puis dans la façon de gérer cette batterie, qui est assez compliquée, jusque dans les recharges. Vous avez un constructeur qui vient de faire un corridor où on a des batteries, ça s'appelle batterie swapping, c'est-à-dire qu'on enlève la batterie, on remet une batterie chargée, et le corridor, il fait 1780 km. Les Chinois font tout. Il faut bien comprendre que pour eux, il n'y a pas que la voiture électrique. D'ailleurs, énormément de ventes à l'étranger sont des voitures avec des moteurs thermiques. D'ailleurs, il n'y a que l'Europe qui veut faire que des voitures électriques. Non, les Chinois font énormément d'hybrides. Ils font même des voitures qui sont électriques avec un petit générateur derrière à essence pour permettre d'aller à la prochaine recharge. La vision a été donnée il y a assez longtemps et renforcée en 2014 par Xi Jinping d'ailleurs, chez SAIC à Shanghai, qui a dit voilà, nous allons devenir les premiers au monde pour les véhicules nouvelles énergies. Il n'a pas dit électrique, il a dit nouvelles énergies. Donc ça concerne tout ce qu'on veut. Alors effectivement, il n'y a pas de pétrole en Chine, donc avoir de l'électricité, c'est mieux. Marché dont on parle peu et qui pourtant pourrait être la prochaine grande surprise. L'Inde, un pays de 1,5 milliard d'habitants, où l'on vend encore moins de 5,5 millions de voitures par an. C'est évidemment un paradoxe. Ça veut dire que la culture de la voiture en Inde n'existe pas encore vraiment ? Alors c'est surtout parce que il n'y avait pas de classe moyenne. Et la classe moyenne indienne est en train de monter à une vitesse mais considérable, presque autant, si ce n'est voire plus que nous dans les années des 30 glorieuses. Et avant, vous aviez essentiellement du déplacement motorisé en 2 roues, voire en 3 roues, des copies de Vespa qui sont assez célèbres pour ceux qui visitent l'Inde. Et maintenant, vous avez une génération qui veut avoir sa voiture. Avant, vous aviez des gens qui étaient riches et qui avaient un chauffeur. Le chauffeur attendait toute la journée et faisait des embouteillages à Bombay ou à New Delhi. Et maintenant, vous avez ces gens qui veulent avoir des voitures. Alors, ils ont eu beaucoup de voitures japonaises, des voitures même construites par des alliances entre Indiens et Japonais, Maruti, Suzuki par exemple. Et maintenant, on voit une avancée vers des véhicules totalement standardisés Europe. Je pense à Tata Motors, par exemple, qui fait des choses incroyable. Et ils le font en toutes énergies. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gaz, beaucoup de GNL, vous avez de l'essence et puis faire de l'électrique. Le pays a un avantage par rapport à la Chine, c'est sa natalité. La natalité est considérable en Inde et vous avez une population de jeunes qui est extrêmement éduquée. Une question un peu provocatrice pour conclure, puisque l'on parle de la voiture qui est peut-être le miroir du monde. Est-ce qu'il y a des pays où la voiture est une religion et d'autres où elle n'est qu'un outil ? C'est une excellente question et c'est pas facile à répondre. Et je crois même que pour moi, la voiture est à la fois une religion et à la fois un outil. Les voitures, de toute façon, si elles existent, c'est que vous en avez besoin. Vous n'avez pas dépensé de l'argent pour rien. Et puis à côté de ça, vous voyez très bien qu'on a un phénomène reproductif de l'amour de la voiture. Le style un peu dingue, même un peu ringard, années 70, où on regardait sa voiture, on mettait ses gants et je suis l'homme qui va conduire comme un dingue jusqu'en Sologne et puis avoir la femme que je veux. Ça, vous ne le retrouvez pas vraiment, mais lorsque vous voyez les jeunes Chinois au salon de Pékin, ils sont tous à regarder, à prendre des photos de l'intérieur, à s'asseoir, et on voit très bien qu'ils ont eux aussi ce côté religieux qui arrive. Aux États-Unis, alors là je vous réponds tout de suite, oui, alors là c'est plus qu'une religion. D'ailleurs, très souvent on affiche même sur sa voiture que Jésus conduit avec vous, quoi. Une note d'optimisme quand même pour terminer. En Europe et particulièrement en France, la voiture reste préférée des Français ? Oui, on voit très bien qu'il y aura beaucoup de monde au mondial de l'auto en octobre. Donc la voiture, elle existe. Attention, il y a quelques villes qui sont anti-voiture parce que ça les amuse. Mais c'est une goutte d'eau dans l'immense océan de l'amour de la voiture qu'on voit dès qu'on sort des grandes villes. Merci beaucoup François Roudier. Merci. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.